Ça va toujours bien. Pour moi, ça je dis toujours, quelqu'un me demande si ça va bien, ça va toujours bien. Parce que ma mon esprit va bien. Alors je dis, ben, j'ai un corps d'une femme de de 90 ans, mais mon esprit, elle, est jeune, puis, est dynamique. Alors Puis t'as pas envie de parfois de dire: «Oh, ça va pas aujourd'hui, là, c'est tough, aujourd'hui, ça fait mal». non, je m'ouvre pas à ce niveau-là. Je m'appelle Gaëtane Michaud. J'habite à Labbé, dans le secteur de Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour les gens à l'extérieur. Je vis avec une douleur chronique qu'on appelle la fibromyalgie, qui est fibre musculaire, puis myalgie qui veut dire douleur. Alors, les douleurs sont presque constantes. C'est comme un peu comme une grippe musculaire. Les gens connaissent, une grippe, parce que c'est quand tu te lèves, là, puis tu as mal partout, là. Ça, c'est avant la fibromyalgie. Comme vous voyez, j'ai pris du poids dû à la médication. Ça fait enfler, puis ça donne comme le goût. C'est un ancien antidépresseur, alors il donne le goût de manger et tout ça. Alors j'ai pris beaucoup de poids. Le médecin savait, mais il me l'avait pas dit. Alors j'ai pas fait attention. Puis ça a changé. J'avais ça 35 ans. J'ai fini mes études, je commençais à enseigner, puis j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu une opération aussi. Ça a créé comme un choc dans mon corps qui a fait qu'après, là, j'étais de plus en plus fatiguée sans savoir pourquoi. Alors, commencé à prendre un médicament et là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à relaxer, à pouvoir mieux dormir la nuit. Avec les médications, ça amène des problèmes, des effets secondaires, dont la bouche qui a moins de salive. Alors, difficile de parler pendant des heures pour une enseignante. Et les yeux aussi. Tu sais, tout nous éblouit, mais les yeux deviennent secs. Alors, quand j'écoute la télévision, j'ai mon petit compte-gouttes là, pour pouvoir hydrater aussi les yeux. Et la médication, c'est dur aussi pour le corps. C'est important de comprendre quand on utilise des médicaments qui peuvent réduire la douleur. Généralement, dans les études, on va parler de 30 de réduction de la douleur comme étant un succès thérapeutique. Donc, 30 là, c'est pas... tu sais, si on a une douleur, mettons, à 6 sur 10, c'est passé à 4 sur 10, ça reste quand même une douleur qui est significative puis qui est présente. Donc, c'est toujours de balancer cette efficacité-là qui peut être souvent modeste. Et parfois, là, moi, si je frappe un coup de circuit, là, c'est-à-dire que la personne, la médication qu'on lui propose fonctionne hyper bien, puis elle me dit « j'ai 80 de réduction de la douleur ». Ça arrive, mais c'est tellement rare que j'ai beaucoup plus souvent des patients qui me disent « ça n'a pas fonctionné du tout » que des patients qui me disent « ça a fonctionné vraiment bien ». On a souvent l'entre-deux, c'est-à-dire ça fonctionne un peu, puis après ça, c'est de voir c'est quoi l'objectif de la personne. Il n'y a jamais eu de médication qui avait suffisamment d'effets bénéfiques pour que j'accepte les effets secondaires. Donc, finalement, j'ai eu plusieurs mois d'essais de traitement. Donc ça veut dire à la fois monter progressivement en dosage, augmenter les dosages progressivement de la médication. Ça marche pas. Maintenant, il faut sevrer de la médication. Fait que là, tu repars pour genre 2 mois de sevrage, avec tous les effets secondaires qui viennent avec le sevrage. Une fois que tu arrives au bout de ton sevrage, on commence une nouvelle médication. Fait que pareil, tu recommences, tu as tous les effets secondaires, tu atteins finalement un plateau. Oh, on n'a pas d'amélioration de la douleur. Ok, non, j'ai trop d'effets secondaires. On fait le sevrage. Fait que j'ai été comme ça, on and off, pendant quasiment 2 ans de recherche d'un traitement qui m'aiderait. C'est important quand on considère un médicament, on appelle ça un essai thérapeutique. Ça veut dire quoi, un essai thérapeutique? Bien, ça veut dire qu'on va essayer. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas du tout pour soulager la douleur ou améliorer les autres symptômes qu'on veut améliorer. Ça se peut qu'il y ait plein d'effets secondaires. Puis on a des statistiques qui nous démontrent que jusqu'à 60 des patients n'arrivent pas à trouver un médicament qui leur convient bien, là. Les abandons au traitement de douleur chronique, c'est hyper fréquent. Pourquoi? Parce que les médicaments sont
pas super efficaces et sont souvent mal tolérés. C'est important de considérer toujours, moi j'appelle ça ma balance risque-bénéfice, là, fait que j'ai toujours mon côté, c'est quoi les avantages que me procure le médicament, c'est quoi les inconvénients que me donne le médicament. Puis au final, si les inconvénients pèsent plus lourd que les avantages, bien, c'est souvent une bonne raison d'arrêter le traitement. C'est la 3e fois en 14 ans que je réduis mes médicaments au minimum. On a souvent tendance à aller voir le médecin de faire rajouter un médicament par-dessus, mais c'est rare qu'on fait le chemin inverse. Dans mon cas, je me suis rendu à des 14-15 comprimés par jour de médicaments différents. La plupart là-dedans, c'était 2 fois par jour. Pour essayer d'augmenter mon espérance de vie, parce que je me suis dit, à 31 ans, commencer à prendre autant de médicaments, à quel point, à un moment donné, le corps fait « c'est trop ». C'est-tu après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? À 30 ans, je ne suis pas rendu à l'âge de la retraite encore. Les médicaments, évidemment, ça présente des effets secondaires. Puis tout dépendant du médicament qu'on parle, bien, les effets secondaires vont varier. Je dirais globalement, les médicaments qu'on utilise en douleur chronique, ils travaillent quoi? Ils travaillent le système nerveux. Donc, ils viennent calmer la transmission de l'information douloureuse vers le cerveau. Donc, si on joue sur le système nerveux, ça contrôle l'organisme au complet. Donc, ça peut donner de la constipation, ça peut donner de la bouche sèche parce que c'est contrôlé par le système nerveux, ça peut donner des étourdissements, ça peut causer de la somnolence, ça peut causer des trous de mémoire. Évidemment, il y a certaines substances aussi qui sont plus à risque de créer des problèmes, soit de dépendance, de troubles d'usage, comme on peut penser par exemple aux opioïdes, qui sont un sujet d'actualité qu'on entend beaucoup parler. Les opioïdes ont une place assez claire, assez bien définie en douleur aiguë. Donc, en douleur aiguë, c'est assez clair, par exemple, une fracture, accident important, une chirurgie. L'usage à court terme, ça semble le risque-bénéfice, c'est-à-dire l'avantage-inconvénient, semble favoriser le contrôle de la douleur par les opioïdes. En douleur chronique, c'est beaucoup moins clair. Et encore là, c'est plein de nuances. Il y a certaines conditions douloureuses où on semble plus compliquer ou plus nuire, donc créer plus d'effets secondaires sans améliorer la qualité de vie, sans améliorer l'efficacité au niveau du traitement de la douleur. Et il y a certaines autres conditions où ça semble plus clair que les opioïdes ont des bénéfices. Quand une personne vient me consulter pour de la douleur chronique, c'est pas de la douleur chronique que j'évalue, c'est un humain, c'est une personne entière. Parfois, on est très inefficace à traiter la douleur, mais on est très efficace à traiter l'humain. Il ne faut pas juste traiter de la douleur puis dire « je vais réduire l'intensité de la douleur » puis la personne elle va aller mieux. C'est tout à fait possible que l'intensité de la douleur ne réduise pas tant que ça, mais que la personne aille vraiment mieux puis retrouve une vie qui est beaucoup plus fonctionnelle. Si j'arrête la médication, même graduellement, puis que mon corps en a vraiment besoin, ben là, c'est ça, là, c'est pire, c'est plus difficile encore. Alors, j'aime mieux être médicamenté, pouvoir bien vivre, passer mes journées, tout ça, que pouvoir dormir. La fibromyalgie, pour moi, c'est plus un trouble de sommeil. On est toujours fatigué. Puis on en parle partout. Alors, on est moins apte à rencontrer quelqu'un, à sortir, à faire du sport, aller dans des festivals, des foules. Le fait aussi de ne plus être capable de faire les activités que je voulais, j'ai développé un peu d'anxiété aussi face à mon incapacité à tenir toujours. Je suis venue m'en c'est ça. Je me sentais pas forte. Non, j'ai développé de l'anxiété. C'est peut-être la fibromyalgie, là, l'exemple où la douleur chronique est la plus difficile à cerner. Et en plus de ça, c'est un syndrome qui est aussi très relié à toutes sortes de problématiques de sommeil, stress chronique, dépression. Donc, il y a aussi une approche qui doit être beaucoup plus holistique aussi à essayer de traiter ces syndromes-là. Ben, j'ai énormément de crèmes antidouleurs, des analgésiques et des patchs chinoises,
des appareils de massage. J'en ai au moins 3-4. J'ai plusieurs autres choses là, qui extérieures pour m'aider. Je vais en massothérapie au moins une fois par mois, minimum. Notre rôle principal avec la douleur chronique, c'est surtout d'identifier les barrières à la réalisation des activités au quotidien. Donc, il y a plusieurs barrières qui sont possibles, qu'on pense notamment aux choses qui sont plus physiques, donc les douleurs justement musculaires, les douleurs neurologiques. On va penser également au stress, à l'anxiété, les habitudes de sommeil, l'activité physique, le support social. Donc, on est vraiment habilité à venir, en fait, questionner chacun de ces maillons-là qui font en sorte qu'un individu va être capable de vaquer à ses occupations au quotidien. Donc, notre premier rôle est vraiment dans la détection des besoins du patient qui va souffrir de douleurs chroniques. En termes de thérapie physique, j'ai essayé pas mal de choses. J'avais fait de la physio dans la phase aiguë de ma douleur, puis ça avait vraiment empiré la situation. Fait que j'avais arrêté la physio pendant un bon bout. J'ai repris de la physio, je pense, 2 ans après mon diagnostic de douleur chronique. Et puis, ça n'a pas été... Ça a pas été un changement majeur pour moi, parce que, globalement, il fallait que je repartais à la maison avec une liste d'exercices que je faisais pas. Ce que j'aime beaucoup, en revanche, c'est la masso, parce qu'au moins, le travail physique est direct. Sauf que, les effets perdurent pas très longtemps. Fait que j'en tire des bénéfices, mais j'en tire des bénéfices pour la demi-journée. Ça, on le sait. Les thérapies physiques, donc tous les traitements qui sont passifs, il n'y a pas juste la thérapie manuelle, mais tous les traitements qui sont passifs ne devraient pas constituer la base d'un traitement, et c'est également vrai pour la douleur chronique. Mais il faut comprendre que la thérapie manuelle, c'est un traitement qui est passif. Au niveau de la douleur chronique, ce qu'on veut, c'est rendre les gens d'abord et avant tout actifs. Donc, ça va être un traitement qui peut être de soutien, donc accompagné d'autres modalités de traitement, mais on ne va pas se rabattre uniquement sur des interventions qui vont être passives. Quand un patient m'arrive ici en clinique de douleur, on va dire surspécialisée de 2e, de 3e ligne, la plupart des choses habituelles ont déjà été essayées. Alors moi, je dois arriver à créer un plan de traitement en collaboration avec le patient, en tenant compte de qui il est, des essais qu'il a faits, de ce qu'il cherche, de ses craintes. Alors, on est beaucoup dans la créativité parce que ce que moi je fais, il n'y a pas grand-chose dans la littérature qui explique comment faire. Et on va aussi loin que les gens sont prêts à aller. Alors, des fois, il y a des gens qui sont prêts à faire beaucoup. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils sont prêts à faire beaucoup, mais quand on essaie de les mettre en action, c'est plus difficile. Il y a des gens qui sont très réticents. Là, il faut voir pourquoi ils sont réticents. Ils sont réticents parce qu'ils ont peur, ils sont réticents parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Il faut un peu détricoter ça, puis aller voir derrière l'humain souffre de quoi. Puis il peut souffrir de son dos, mais il peut souffrir de son moral ou de son estime de soi. Comme je suis une personne endurante, on pourrait dire, j'ai passé à travers ces années-là sans vraiment me plaindre. Puis je ne veux pas non plus que ça me nuise. Je me disais, elle, devenir comme une victime. Ça ne me tentait pas que les gens aient pitié de moi. Je voulais rester une battante, une personne qui fonce dans la vie puis qui est willing à faire des choses. Ça, c'est une des choses que je ressens presque systématiquement avec mes clients. Pour beaucoup, je suis la première personne avec qui ils n'ont pas à justifier ce qui leur arrive. Hein? Pour beaucoup de mes patients, je suis la première personne qui écoute, qui les entend et qui reconnaît que c'est difficile et qui valide tout ce qui est difficile avec cette condition-là. Hein, c'est certain que si, par exemple, une personne se dit, bien là, depuis que j'ai de la douleur, hein, je suis complètement inutile, bien, ça peut influencer comment elle va se sentir. C'est sûr et certain que l'impact de comment va ta tête sur ton corps, ça a un impact monstrueux. Si on prend par exemple une frustration, de se sentir en colère continuellement, typiquement on va avoir tendance à être un petit peu plus crispé.
d'avoir les muscles plus tendus. C'est pas quelque chose qui va aider la douleur d'ordre général. En plus, on ne fera pas nécessairement des bons choix pour soi. Quand on est fâché ou frustré, on bouscule un petit peu tout, on fait moins attention, puis bien souvent, on se fait plus mal encore. Tandis qu'à l'inverse, si c'est une journée qu'on est hyper de bonne humeur, on va avoir tendance à faire quelque chose qui nous fait du bien. Une journée super ensoleillée, ben, je vais avoir tendance à aller faire du kayak, par exemple. Plutôt que de bougonner dans la maison à ne pas savoir quoi faire parce que j'ai trop mal dans le corps. Ça fait un effet boule de neige. Ce qu'on veut faire, c'est apprendre à mieux composer avec ces émotions-là. On veut chercher à intervenir au niveau de ce qui va amener ce type d'émotion-là. Souvent, on va travailler au niveau des pensées pour faire ça. Ce qu'on souhaite, c'est d'amener la personne à donner un autre sens à ce qui lui arrive, à nuancer davantage l'expérience de la douleur. Et donc, en arrivant à faire ça, on contribue justement à créer un tout autre circuit qui, lui, va être plus adapté, plus nuancé. La thérapie, je pense, qui m'a le plus aidée, c'est la psychothérapie. Alors, ce qui peut paraître étonnant, parce que c'est pas une thérapie physique, tu sais, mais moi, ça a changé ma perception de la douleur. Puis ça a changé, tu sais, de passer de pensées catastrophiques à des pensées plus réalistes, à voir que ce que je pensais, c'est pas forcément vrai. Tu sais, c'était ma vision de personne dépressive. Tu sais, c'est pareil, mon estime de moi avait tellement diminué. Du jour au lendemain, je passe de soulever 150 kilos à genre, je peux pas marcher le tour de mon bloc. Ça a pris beaucoup de reconstruction de ma confiance, de mon estime, de mes capacités. Et de célébrer les petites victoires aussi. La thérapie, ça m'a permis ça. Ça m'a permis de réaliser que, tu sais, pas de patte sur l'épaule, là. Je peux me féliciter pour toutes les choses que je fais. Le plus grand défi, je pense, c'est plus comment se gérer soi-même, se donner du temps de repos, puis de relaxer, là, de lâcher prise sur des choses que j'ai dû laisser tomber, là. Ça, c'est plus ça que pour moi qui était le grand défi. Les enfants ont appris, mais on oublie. T'sais, quand la mère continue à faire les repas, ramasser, faire le ménage, peinturer, moi, je suis bonne en plus, je fais des travaux, j'ai tous les outils pour bricoler et tout ça. Ils voyaient pas, ils réalisaient pas. Puis eux autres, avaient leur, tu sais, c'était rendu l'adolescence. Non, il y avait leur vie, puis leur propre chose à vivre. Non, moi, je ne m'ai pas plaint. Une des choses à retenir, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin toujours de se lancer dans une psychothérapie pour apprendre à mieux composer avec la douleur. Certains éléments clés peuvent être introduits très tôt par le médecin, par le physiothérapeute, par d'autres intervenants qu'un psychologue spécialisé en gestion de la douleur. Et quand on fait ça, on s'aperçoit souvent que les gens arrivent à autogérer leurs conditions. Les gens voient à quel point ils peuvent avoir une emprise sur ce qui leur arrive. Souvent, ça peut aussi contribuer à réduire la souffrance associée à la douleur. Donc ça, c'est une des choses qui est importante à saisir. Mais pour arriver à faire ça, il faut reconnaître la part du psychologique dans l'expérience de la douleur. Je dis souvent à mes patients, je ne suis pas un garage où vous venez me porter votre corps, je vais vous appeler quand votre corps va être guéri. Ça passe vraiment par l'implication du patient. Puis l'implication du patient, ça peut vouloir dire se remettre à bouger, mais ça peut vouloir dire aussi des fois rebrasser des choses qui ne sont pas super agréables, où on n'a pas nécessairement le goût d'aller, mais qui font partie de ça. Ça peut vouloir dire faire des essais de médicaments où on va avoir des effets secondaires, puis on peut être pas bien. Mais on peut décider qu'on ne veut pas ça. Le patient, c'est lui qui décide. Mais on a une panoplie de choses à lui proposer, mais dont l'autogestion fait vraiment partie. L'autogestion de la douleur, c'est comment une personne peut mieux comprendre sa douleur pour apprendre à la gérer elle-même, à développer des outils pour être capable de prendre en charge sa problématique de douleur.
L'autogestion, ça se fait dans toutes les maladies chroniques, dont la douleur. Mais c'est une approche qui est extrêmement efficace parce que qui est mieux placé que la personne elle-même pour savoir qu'est-ce qui marche ou qui ne marche pas, qu'est-ce qu'elle a le goût de faire ou de ne pas faire. L'autogestion, c'est hyper important. Puis la première étape, puis moi je dis toujours, tu sais, souvent ce qu'on veut faire pour aider les gens à aller mieux, c'est, les croire. C'est la première étape. Croire leur histoire, croire leur douleur. Parce que j'ai plein de patients qui arrivent dans mon bureau qui n'ont jamais été crus. Fait que juste les croire, c'est la première étape. Ensuite de ça, de donner une éducation sur la douleur. De dire, regarde ce qui se passe, que ce que tu vis, c'est vrai, c'est normal, on est capable de l'expliquer scientifiquement. Ça aussi, souvent, ça n'a pas été fait. Troisième étape, comme pharmacien, mon rôle, c'est de traiter le patient dans son ensemble. Oui, de lui offrir de l'analgésie, donc d'offrir un soulagement de la douleur, mais aussi d'aller offrir un soulagement des autres symptômes qui peuvent être autour, que ce soit l'humeur, que ce soit l'anxiété, que ce soit les troubles de sommeil, que ce soit des difficultés physiques particulières, même que ce soit, par exemple, le diabète de la personne qui fait que ça y cause d'autres problématiques. Bien, mon rôle, c'est aussi d'aller traiter ça. Une fois qu'on a fait ça, bien, la personne, après ça, elle peut tranquillement évoluer pour aller mieux, pour prendre soin d'elle-même. Donc, l'autogestion, c'est d'apprendre à la personne à gérer ses symptômes, utiliser sa pharmacothérapie, donc ses médicaments de façon appropriée dans des moments où la douleur peut être plus forte, moins forte, dans certaines situations vraiment spécifiques. C'est ça l'autogestion en pharmacie, mais c'est aussi donner toutes sortes d'autres outils qui peuvent aider la personne. S'autogérer, puis le garder pour soi plus possible. Sinon, les gens vont être fatigués ou tannés d'entendre te plaindre. C'est quelqu'un qui se plaint toujours de ses douleurs, à un moment donné. Les amis, le chum, les enfants viennent tannés là, d'entendre ça. Non. Moi, je nomme pas souvent. Là. Pour arriver à mieux gérer ma douleur au quotidien, c'est sûr que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Ça va un peu dans la même lignée que la pharmacie, que les thérapies qu'on suit ou un petit peu de tout. Il y a beaucoup de « j'essaye une chose, ça va, j'essaye un autre, ça va moins bien ». Ou c'est une question de juste aujourd'hui? Le portail gérer-ma-douleur.ca a été développé dans le cadre d'une chaire en enseignement sur la douleur chronique qui existe à l'Université Laval et dont je suis la titulaire. Ça faisait très longtemps que je voulais, avec plusieurs collègues, développer quelque chose qui était bâti pour les patients, pour leurs proches et pour les professionnels de la santé, pour mieux les sensibiliser et les outiller à justement être capables de s'aider eux-mêmes dans le contexte de douleurs chroniques. Alors, on a développé un programme d'autogestion sur 8 semaines qui explore les différents aspects de la douleur chronique, mais qui explore aussi quelles sont les différentes méthodes d'autogestion. On peut parler de méditation, on peut parler d'activité physique, qui ne veut pas nécessairement dire faire du sport. On peut parler de gestion des pensées, gestion du stress, le sommeil. Il y a énormément d'aspects qu'on essaie de proposer aux gens qui souffrent de douleurs chroniques. Et ça, c'est fait pour être réalisé de façon autonome, à la maison, sans l'aide d'un professionnel de la santé. On est conscient que c'est mieux quand c'est accompagné d'un professionnel de la santé, mais dans le contexte actuel, avec les listes d'attente, on ne voulait pas créer un outil qui créait encore une liste d'attente. Donc, c'est fait pour que les gens le fassent par eux-mêmes à la maison, mais ce n'est pas interdit de se faire accompagner aussi par un professionnel de la santé. Je dis souvent à mes patients, agir pour moi, c'est comme un menu dégustation. Vous allez goûter à un paquet de stratégies. Il y en a que vous allez aimer, il y en a que vous allez moins aimer, mais à la fin, vous allez savoir laquelle vous avez le goût d'appliquer dans votre quotidien. Et la dernière partie, la 8e semaine, c'est maintenir le changement. Comment, oui, on implante des bonnes habitudes, mais comment on les garde dans le temps. Donc, c'est vraiment important. Une crise de fibrose, c'est un peu comme si un camion nous avait passé sur le corps. Non, dans le sens que le matin, la levée du corps est très, très, très pénible. Là. On sent vraiment là, tout le poids de ce corps-là là, qui est souffrant. Alors, c'est très difficile de fonctionner. La colère aussi, quand j'ai des choses qui m'offusquaient beaucoup, ça créait aussi des tensions physiques. Alors, c'est bien d'être maintenant plus paisible et en paix. Donc, j'ai plus de colère envers personne, tu sais. Alors, c'est bien d'avoir fait la paix aussi avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on se détend, quand on relaxe? Bien,
on n'est pas dans un état de stress. Hein? Notre corps n'est pas activé, n'interprète pas la douleur comme étant dangereuse. Donc, plus on tend vers cette réponse-là de relaxation, plus on arrive à reprogrammer ce qui se passe au niveau du cerveau. On est capable de contrôler notre douleur. Notre esprit est capable de contrôler notre douleur. Et il y a des bases neurobiologiques à ça. Le fait qu'on est capable de sécréter plein de choses dans notre corps fait que notre corps va réagir à notre état d'esprit, à ce qu'on fait. Et c'est pour ça que, dans le domaine de la douleur, c'est très important de considérer toutes les approches comme la méditation, le yoga, la pleine conscience, l'hypnose. C'est toutes des approches dites complémentaires qui prennent racine dans la neurobiologie. La méditation est capable de changer notre cerveau, est capable de changer notre corps. Il y a un aspect psychologique, plus que le choc de départ est dû à une très, très forte émotion physique, mais aussi psychologique. Alors, on conseille aux gens qui font de la fibro de suivre une thérapie pour pouvoir sortir toute leur souffrance intérieure. Moi, personnellement, comme je travaillais, j'ai fait des thérapies, mais plus au niveau pour le travail, pour gérer le travail, mais j'ai jamais été au fond de les souffrances que j'avais vécues lors de mon mariage. J'ai vécu beaucoup de violence conjugale. Ça, je l'avais jamais vraiment libéré. Parce qu'on a toujours un peu honte de ça. On garde ça, on reste discrète. Je reste discrète par rapport à ça. Alors, j'ai jamais été au fond. Je participe à l'émission aujourd'hui pour que les gens réalisent que quand on nomme qu'on est fatigué ou qu'on a mal quelque part, de ne pas nous prendre en pitié nécessairement, mais de nous aider ou d'essayer de moins de comprendre qu'est-ce que la personne vit. Ce que tu aurais voulu faire, bien, au moins tu peux te dire, bien, je ne le ferai plus. Tu sais, t'en parles pas puis t'en as jamais parlé. Non, c'est ça, je l'aurais dit. Ben, c'est ça. Fait que le fait de le nommer, je pense que, ça va être super bon pour toi, pour cheminer dans ça puis accepter tout ça. Puis en plus de ça, si la majorité des gens qui vivent ça, le vivent comme toi puis en parlent plus ou moins, comment est-ce qu'on peut expliquer justement au monde ce qui se passe pour ces gens-là? Comme je n'ai pas parlé non plus toute ma vie, mais là, c'était comme une forme d'être un peu plus authentique aussi, avec le temps. Puis je prends de l'âge, puis là, je m'aperçois que peut-être je l'aurais nommé de la bonne façon, un peu plus souvent. Mes enfants, mon conjoint auraient peut-être mieux compris qu'est-ce que je vivais. Comme je voulais paraître forte et bien, j'ai peut-être omis un peu de le nommer plus souvent. Sans me plaindre nécessairement, mais juste nommer. Tout, normalement, sans faire pitié.